tube? Oui, c'est moi. Enfin, je crois. Comment vous avez eu mon numéro? On va jouer à un jeu. C'est ça, on va jouer à un jeu, ouais. Putain, mais c'est quoi ces conneries encore? Oui? Si tu raccroches, je t'étripe comme la truite trop grasse que tu es. Ça a le mérite d'être clair. Je vais te poser 2 questions. Si tu réponds bien à l'une des 2 questions, tu vis. Sinon, tu crèves. Il y a un bébé derrière, là, ou quoi? Pas du tout, y a pas de bébé ici. Chut, mon cœur, chut, chut. C'est qui papa? C'est qui papa? Quel est ton film d'horreur préféré? Putain, mon film d'horreur préféré. Super original, la question. Réponds à la question. Je dirais Halloween. Mauvaise réponse. Comment ça, mauvaise réponse? Je t'emmerde, mon grand. J'ai quand même le droit de choisir le film d'horreur que je préfère. Ça a toujours été Halloween, ce sera toujours Halloween. Il se passe quoi maintenant? Je crève ou quoi? Deuxième question. Quelle est ta suite de films d'horreur préférés? La suite d'un film d'horreur que j'ai préféré. Alors, c'est pas Halloween 2. Je dirais Scream 2. Et merde. C'est la bonne réponse? Moi, j'imagine que oui. Ok. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des sagas du cinéma, la partie de ma chaîne sur laquelle je reviens sur toutes ces séries de films du moment qu'il y en a eu au minimum 3. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer sur notre lancée en parlant de Scream 2. C'est parti! Lorsque l'on fait un film, quel qu'il soit, tu peux jamais vraiment être certain que ça va être une réussite. T'as beau mettre tous les ingrédients que tu veux, le talent que tu veux, la bonne humeur que tu veux, l'énergie que tu veux, quand il sort en salle, tu n'as aucune perspective ni aucune garantie que le public va être là. Le succès, ça dépend de plein de facteurs qui vont se croiser, y compris la chance, mais aussi le timing, l'attente du public, la demande du public. En 96, plus personne n'attendait rien des slashers, donc c'était quand même mal barré de proposer un slasher certes révolutionnaire dans une époque où tous les slashers, y compris Halloween, avaient fini par se vautrer. Mais lorsque tu dis que tu vas faire Scream 2, alors que Scream 1 est encore en salle à cartonner, tu te mets une pression cette fois-ci, car le public va être redemandeur de ce qu'il a surpris la première fois. Il va falloir surprendre le public, habitué à la surprise que tu viens de lui apporter. Et ça, c'est pas facile. Lorsque Wes Craven et son équipe ont tourné Scream 1, il n'était attendu par personne, et même si Wes Craven a dû imposer ses choix, y compris sur le masque par exemple, le film n'avait aucune prétention à devenir aussi culte, en tout cas pas aussi rapidement. Et l'objectif était de sortir un an jour pour jour Scream 2, et on a eu la chance d'avoir Neve Campbell qui était sous contrat, d'avoir à nouveau David Arquette et Courtney Cox, et le casting complémentaire s'est fait très rapidement parce que tout le monde maintenant veut en être. Alors qu'une époque, certains films d'horreur étaient un film répulsif pour les stars parce qu'ils ne voulaient pas être amalgamés ou mélangés avec des films gore, c'est le film où il faut apparaître. C'est ainsi que Sarah Michelle Gellar, qui jouait à l'époque Buffy et qui sortait de Souviens-toi l'été dernier, va vouloir apparaître dans Scream 2 sans avoir lu le scénario. Pareil pour Jada Pinkett, qui va vouloir jouer la première victime qu'interprétait Drew Barrymore dans Scream 1 avec la volonté de jouer dans une scène aussi marquante que le premier. Ce qui en plus est réussi, mais on en reparlera. Scream 2 est donc lancé avec son casting 3 étoiles, avec la volonté de battre le fer tant qu'il est chaud. Voyons ça de plus près. Alors pourquoi tu nous fais pas voir ta sale gueule de dégonflé? Avec plaisir. Je parle souvent du concept des suites sur ma chaîne, en particulier sur les sagas du cinéma, et à chaque fois j'insiste sur le fait que le numéro 2 n'a pas beaucoup de difficultés à entreprendre, il suffit de faire plus. Dans un film d'horreur, comme le dit Randy aussi bien, il faut plus de victimes, avec des meurtres plus élaborés, tout en ayant autant de suspense sur l'identité des tueurs. Si tu fais ça, le public va te suivre. Il peut trouver ça identique ou un petit peu moins bien, il trouvera pas ça nul. Tu acceptes que la surprise ne soit plus là, elle est remplacée par un rythme accru. Quand tu fais un numéro 3, c'est différent, mais on aura le temps d'en reparler la prochaine fois. Mais Scream, c'est l'archétype de comment tourner les suites. Et d'ailleurs, les films en jouent, car Scream 2 va parler des suites des films d'horreur qui sont ratés, tout en proposant lui-même
une suite à son propre film. C'est culotté, c'est très risqué et il faut assumer derrière. Mais le concept du film dans le film avec Stab qui parle de l'histoire de Scream 1, je trouve que cette mise en abîme du film dans le film est absolument géniale. C'est ce qui fait que Scream 2 est un bijou et les autres aussi d'ailleurs parce que tous les Scream à partir du 2 vont jouer sur le fait qu'il y a l'équivalent de Scream dans le film qui s'appelle Stab. Le premier film a donc parlé des films d'horreur en général pour mieux casser leur code. Scream 2 va casser le code des suites habituelles aux films d'horreur. Il ajoute une corde de plus à son arc pour que Scream se démarque de la concurrence. Il va vouloir combattre le fait que les suites ne sont pas toujours inférieures aux modèles originaux. En témoigne cette superbe scène en classe dont on aurait tous voulu faire partie, tellement ils parlent que de cinéma. Quoique il y a des cours de cinéma, mais ils sont chiants, ils sont pas comme ça. En tout cas, il parle de toutes ces suites à succès qui dépassent le modèle d'origine. En tout cas, même s'il y a des débats dans la scène, Terminator 2, Alien 2, Le Parrain 2, etc. J'adore cette scène, elle est géniale et tout se base là-dessus quand on y réfléchit. Et en fait, c'est ça l'ADN de Scream. Ça a son défaut parce que du coup, parfois les ficelles sont trop grosses pour que le public soit surpris, parce qu'il y a un vrai jeu entre le film et le public, parce que le film veut faire déjouer le public. Et moi, au cinéma, j'aime que le film ne fasse pas ressentir qu'il y a un public, parce que je veux oublier que je suis le public et je veux oublier que je regarde un film. Je veux être dedans. Encore plus dans un film d'horreur. Là, l'idée est tellement de casser les codes qui existent qu'ils sont obligés de faire des pirouettes qui n'ont pas vraiment de sens, j'y reviendrai juste après, ils sont obligés d'y aller très fort pour que le public soit dérouté. Par exemple, dans l'écriture de départ, dans le scénario original de Scream 2, il devait y avoir 4 tueurs dans le film. Le 1 a eu la surprise de nous en proposer 2, on ne s'y attendait pas. Le 2 avait dans l'idée d'en mettre 4, le double, avec comme volonté de se dire qu'à un moment donné on dirait c'est lui, non c'est lui, tiens c'est peut-être les deux qui sont là, ou c'est peut-être les deux qui sont là. Le but du jeu c'était qu'on les devine à un moment donné mais qu'on change d'avis. Et qu'au final, on avait à la fois tous raison et tous tort, parce qu'ils sont tous concernés. Les 4 tueurs étant à l'origine la mère de Billy, évidemment, Ali, la coloc de Sidney, Derek, le petit ami de Sidney, et Cotton Weary qui sortait de prison et qui voulait sa vengeance. Les 4 avaient pour but de tuer et Sidney et Gail. Sauf que quand tu fais la suite d'un film à succès, le scénario intéresse un peu tous ceux qui pourraient divulguer les informations, surtout sur internet qui commençaient à arriver. Du coup, le scénario va fuiter. Tu es obligé de tout réécrire pendant le tournage et de changer drastiquement les règles. Les acteurs n'ont plus accès à partir du 2 au scénario dans l'intégralité, tu t'arrêtes aux 2 tiers et la fin n'est dévoilée qu'au tournage des dernières scènes. Et si vous avez retenu les noms des 4 tueurs que j'ai dit, le seul innocent dans les nouveaux personnages, c'était Mickey, qui est pourtant celui qui a une tête de psychopathe dans l'histoire. Mais il y avait un jeu clair de la part de la réalisation de montrer que c'était sans doute lui, pour que finalement ce soit le seul qui soit tout blanc comme neige dans l'histoire. Dans la réécriture globale du scénario, il n'y aura plus que 2 tueurs pour surprendre ceux qui pensaient qu'il y en aurait 4, et ils ont mis du coup le seul qui n'était pas un tueur dans le scénario d'origine, Mickey, qui du coup devient un tueur avec le visage de psychopathe qu'il avait. C'est beaucoup plus attendu au final. Mais c'était pas écrit comme ça, et c'est pour ça qu'il y a un effet un peu bizarre autour de Mickey, parce qu'à un moment donné, Mickey est à côté de Sidney dans une scène à l'hôpital, et il regarde avec un regard de psychopathe Derek, le petit ami de Sidney, qui l'a attaqué lui-même sans qu'on le sache évidemment, sauf que dans son regard, tout indique, et on sait pas trop ce que Sidney pense à ce moment-là, parce qu'elle a un doute, quand il dit « Pourquoi est-ce que ton petit ami est revenu dans la maison ?» Est-ce que Sidney a un doute parce qu'elle se pose la question de pourquoi son petit ami est revenu dans la maison, ou est-ce que se pose la question de pourquoi lui il sait, s'il était pas là, que son petit ami est revenu dans la maison? On ne sait pas si elle doute de son voisin, ou de son petit ami. Sauf que quand ils ont tourné cette scène-là, Mickey n'était pas le tueur. Donc c'était une fausse piste pour que le public pense que c'était Mickey, sauf que dans la version finale, c'est bien lui le tueur. Donc cette scène devient bizarre, parce que du coup c'est presque comme si il se grillait tout seul, alors que finalement ce sera bien lui. Sauf qu'encore une fois, quand ils ont tourné cette scène, ce n'était pas lui. Ça aurait pu vraiment mal tourner ce tournage quand on y pense, pourtant je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Scream et Scream 2, c'est des incohérences, je l'ai dit, et je pense à Scream 1 notamment. Je vais vous poser une question toute simple pour ceux qui m'ont dit en commentaire qu'il n'y avait pas d'incohérence. Appelez ça incohérence ou connerie, peu importe. Mais pourquoi Stu et Billy, ces 2 cons, se poignardent l'un et l'autre pour brouiller les pistes devant le père de Sidney et devant Sidney avant de les avoir tués? Vaut mieux brouiller les pistes et se poignarder après qu'avant, surtout si tu n'attaches pas Sidney. C'est pour le film, c'est pour nous. Encore une fois, ça me sort un peu du film, mais j'aime bien aussi le jeu, donc je l'accepte en fait. Quand je dis ça, ce n'est pas une critique ou un défaut, je dis juste que Scream 1 et Scream 2 ne sont pas cohérents. Par exemple, je comprends toujours pas pourquoi Drew Barrymore et son petit ami dans Scream 1 sont tués au début alors qu'ils n'ont aucun rapport avec le projet final de tuer Sidney Prescott à un jour J, si ce n'est de rameuter tous les flics de la ville et d'instaurer un climat de méfiance dans la ville alors qu'il suffisait de la tuer en secret, comme ils l'ont fait pour la mère. C'est pas pour le scénario, c'est pour nous qu'ils l'ont fait. Et je maintiens. Scream 2, je l'ai vu au cinéma à l'époque. J'avais l'âge d'y aller, et je dois vous dire que le son à fond, dans une salle de cinéma, c'est très flippant.
Surtout que la scène d'intro du film Diaboliquement efficace se passe dans la salle du cinéma où nos deux personnages regardent Stab, donc Scream quelque part, alors que nous on regarde Scream 2. Donc tu te sens pas du tout à l'abri quand tu es dans la salle de cinéma à voir comme s'ils étaient devant toi, à se faire tuer devant toi. En fait, c'est le film dans le film, c'est vraiment diaboliquement génial, mais l'écriture de cette scène-là est un peu compliquée, parce que du coup, pour arriver à nos fins, il fallait séparer les personnages à un moment donné. Et cette séparation, elle est très incohérente encore une fois. C'est dans les toilettes qu'il se fait tuer dans une scène complètement aléatoire. Phil, c'est le nom du personnage, rentre dans les toilettes, il voit que les urinoirs sont pris par deux mecs habillés en Ghostface. Du coup, il va dans la cabine numéro 1 qui est fermée et il va dans la deuxième qui est ouverte. Et c'est dans cette cabine, en écoutant à côté, juste à un endroit bien précis, qu'il se fait tuer à travers la paroi via un couteau. Parce que le tueur était dans la première cabine qui était fermée. C'est Mickey en l'occurrence. Expliquez-moi comment Mickey a pu deviner qu'après le début du film, il y en a un qui sortirait pour aller aux toilettes. Soit c'est un coup de chance, il était en train de se changer dans les toilettes, il en a profité, même si je vois pas comment il pouvait savoir qui était à côté. Soit c'est juste pour surprendre le public en se disant « Waouh, tu pensais qu'il se ferait tuer dans la salle ? Eh ben non, il se fait tuer ici !» Il aurait été bien plus simple de l'attendre à la sortie des toilettes et de lui trancher la gorge, plutôt que de le tuer au travers de la paroi en devinant qu'il allait mettre sa tête là. C'est beaucoup trop de hasard pour y croire. C'est juste pour te faire flipper et te surprendre, toi, public. Heureusement, j'oublie cette incohérence une fois que la deuxième partie de la scène commence, à savoir le meurtre de Jada Pinkett dans la salle, alors que tout le monde est en transe et habillé en tueur, personne ne se rend compte qu'elle se fait vraiment tuer juste à côté d'eux. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très puissant. Ça vaut la scène intro de Scream 1. On fera jamais aussi mieux dans une scène d'intro de film d'horreur pour moi que Scream 2. C'est dit. En plus, dans le film, on sait pourquoi ce sont eux qui meurent au début. Ils meurent à cause de leur prénom et de leur nom. Parce que la volonté des tueurs, c'est de refaire à l'identique ce qui se passe dans Scream 1. Donc pour une fois, je comprends l'ensemble du projet. Pas comme dans Scream 1 où quelque part, s'il y avait qu'une victime ciblée, pourquoi faire un vrai film d'horreur dans toute une ville au risque de te faire pincer? Pour moi, c'est pas cohérent. Là, au moins, il y a une cohérence dans le projet. Parce que c'est notre projet! Autre scène que j'ai énormément appréciée, la mort de Randy. On nous explique bien que sa mort n'était pas prévue. C'est la mère de Billy qui va tuer Randy alors qu'il était en train de baver sur son fils chéri. Ce qui soulève, vous devinez quoi? Une incohérence. On découvre à la fin du film que c'est Mickey qui a une caméra sur lui qui filme les meurtres. Pourquoi la mère, dans le camion où elle tue Randy, a cette caméra sur elle s'il n'avait pas prévu de tuer Randy à ce moment-là? Comme la mort de Sissy, Sarah Michelle Gellar, dans le film, qui est très bonne, sauf qu'on se rend compte facilement qu'il y a au minimum 2 tueurs à ce moment-là, parce qu'au moment où le tueur s'infiltre dans la maison en arrière-plan, Sarah Michelle Gellar est en ligne avec le tueur, qui ne peut pas être celui qui est derrière, parce que le tueur parle au téléphone, alors que le mec qui rentre ne parle pas, sinon on l'aurait entendu, il avait qu'à se retourner et le film était fini. Il y a donc clairement un tueur en haut qui faisait du bruit, et un qui était dehors. S'il y en a un qui était déjà infiltré dans la maison, pourquoi être deux pour ce meurtre-là? Il suffisait que celui qui était là-haut fasse son boulot. On peut trouver des explications. Moi, j'y crois pas. Je pense juste qu'il y a pas mal d'incohérences qui sont voulues parce qu'il faut jouer avec le public. Du coup, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Tout peut s'expliquer si on se tire un peu les cheveux. Moi, je trouve qu'il y a 2-3 points qui tiennent pas tout à fait. Ce qui ne veut pas dire que je n'adore pas ce film-là parce que le premier avait aussi ces points-là qui ne tenaient pas tout à fait. Encore quelque chose qui me semble très hasardeux. Une fois que Sidney est évacué de la ville et que sa voiture de flic est prise au piège par le tueur qui, comme par hasard, était près du feu rouge en question. Il fallait encore une fois miser sur le fait que le feu allait passer au rouge juste à ce moment-là pour que le tueur puisse tuer un des deux flics. Encore beaucoup de hasard, mais quand tu prends le scénario de base qui t'explique qu'il y avait 4 tueurs, c'est plus facile d'être 4 tueurs disséminés tout autour de Sidney pour être sûr de l'avoir plutôt que 2. Un peu comme dans Hot Fuzz, où toute la ville est le tueur pour pouvoir être un peu partout en même temps. Il y aurait moins eu de hasard si les 4 patrouillaient à des endroits différents. Encore une fois, c'est les règles du jeu. Le film joue avec nous, donc il faut accepter qu'il y ait des règles et que les règles elles sont visibles. Au cinéma, je m'étais vraiment chié dessus, faut le dire tel quel, particulièrement autour de 2 scènes. L'attaque de Gail dans l'université où elle est dans le studio d'enregistrement et qu'elle se cache dans les couloirs avec le tueur qui est toujours à 2 mètres derrière elle et qu'elle avance tout doucement et que lui avance tout doucement et qu'il ne se voit pas. Et la scène où Sidney et Alice sont prisonnières de la voiture à l'arrière alors que le tueur est inconscient devant et que pour sortir de la voiture ils sont obligés de passer par devant, par le tableau de bord et passer par-dessus le tueur qui est endormi. Pour
toujours sortir par la fenêtre. Tu t'attends à ce qu'il se réveille à tout moment et au cinéma, t'es comme ça. Je te promets que quand tu connais pas la scène et que t'es au cinéma, tu ne veux pas que ça arrive, 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 tu ne veux pas que ça arrive et ça n'arrive pas. Effet Halloween dans la mise en scène à ce moment-là. Pareil, le final dans le théâtre, où tout le monde se retrouve plus ou moins. Est-ce que c'était la fin qui était préméditée par les deux tueurs? Est-ce que le petit ami de Sidney, Derek, devait vraiment se trouver là, dans le théâtre, à ce moment-là, pour jouer avec les nerfs de Sidney en se disant est-ce que c'est lui le deuxième tueur ou pas? Impossible de le dire parce qu'il y a quand même beaucoup de hasard à ce que Derek se soit fait capturer par sa confrérie à la con pour être emprisonné à cet endroit-là. Donc tu ne sais pas vraiment si cette réunion de famille était programmée comme elle l'était dans Scream 1, ou la fête chez Stu, où la fête était faite justement pour regrouper tout le monde. Et encore une fois, le hasard fait vachement bien les choses, je trouve. Mais c'est sûrement parce que le scénario, encore une fois, a été réécrit pour éviter les fuites. Et encore une fois, je trouve que ça se ressent. La fin reste excellente. La mère, je ne l'avais pas vu venir à l'époque. Alors que Mickey, oui, complètement. Là, t'en as 1 sur 2, tu ne le soupçonnais pas. En tout cas, moi, je ne l'avais pas vu venir. Ce qui est plutôt un bon point. Scream 2, en résumé, a tout compris de ce qu'il faut faire pour faire une bonne suite. En faire 2 fois plus, dans le bon timing, sans en faire trop. Alors que le numéro 3, on l'a vu souvent, mais ne peut pas en faire 3 fois plus que le 2 qui en avait fait 2 fois plus. Au bout d'un moment, ça devient complètement ridicule. Le 3 a toujours la vocation de se trouver entre les deux. En tout cas, de trouver une autre identité pour exister. Mais je dois vous avouer que j'ai un petit faible pour Scream 3. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui sont toujours là. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à mettre des pouces bleus si vous l'avez aimé, à mettre des commentaires pour partager votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de Scream 2? Ah, hop, hop. Fallait que je vous parle de la bande-annonce de Scream 5 aussi. Bonsoir, Sidney. J'ai oublié. Alors je vais pas vous faire un live reaction à la con parce que même si j'ai hésité à vous proposer de me regarder et regarder la bande-annonce, je supporte pas le concept. En tout cas, j'estime pas avoir la légitimité pour qu'on me regarde 3 minutes en train de regarder un truc. Là, on me regarde, enfin vous me regardez parce que j'ai des choses que j'ai envie de dire, que j'ai préparées, que j'ai travaillé avant, mais j'ai pas envie que vous me voyez improviser à regarder une bande-annonce. Vous êtes assez grand pour la regarder vous-même et avoir vos propres opinions. Néanmoins, je vais vous dire, après l'avoir vu, ce que j'ai retenu. Eh bien, je dois dire que je suis un petit peu mitigé. Un petit peu mitigé parce que ça m'a l'air très sombre. L'identité de Scream, encore une fois, c'est l'horreur, l'enquête, la comédie. Je n'ai pas vu une seule seconde de comédie dans la bande-annonce qui m'a l'air d'être plus Halloweenesque que Screamesque ou Screamiesque. Par exemple, à chaque fois que le tueur apparaît, c'est pas en sortant d'un placard en faisant fling comme il le fait dans tous les films, c'est la caméra qui se déplace, qui revient et le tueur est là. Ça, c'est du Halloween ou du vendredi 13, ce n'est pas du Scream. Donc j'espère que Scream 5, ou Scream parce qu'il s'appelle juste Scream, ne va pas complètement dénaturer le produit pour en faire quelque chose de plus sérieux, soi-disant plus tendance avec l'époque qu'on vit. J'espère qu'il y a un côté encore déconnant à ce film-là. J'espère que le tueur n'en a plus après Sidney, parce qu'au bout d'un moment, s'attaquer à Sidney Prescott, c'est crever, parce que tous vont y laisser la peau. Donc je m'interroge sur l'utilité de faire encore un Scream en 2021, même si je suis très heureux à l'idée qu'en 2021 ou 2022, je vais pouvoir en voir un autre au cinéma, mon 5e, mais j'espère juste qu'ils vont pas se la jouer trop sérieux, parce que Scream, c'est pas qu'un film sérieux. C'est un film, notamment avec Gail et Dewey, qui sont quand même un petit peu déconnants. Je ne l'ai pas vu dans la bande-annonce, ça n'est qu'une bande-annonce, voilà ce que j'en pense. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Scream 3. Pense à t'abonner au passage si c'est pas déjà fait, je te remercie d'avance, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!